Je viens d'Ouganda, la partie occidentale du pays, sur les rives du lac Edward, qui est l'un des grands lacs d'eau douce de l'Afrique de l'Est, et ce lac que nous bordons avec le Congo. Notre hymne dit « Ô Ouganda, la terre qui nous nourrit ». C'est une description très pertinente de notre pays. Le temps, les étendues d'eau, le vert, les forêts et les rives, nous avons assez de nourriture, nous avons assez d'eau et on s'occupe bien de nous. Nous sommes venus en Équateur pour apprendre d'eux. Le pays a découvert le pétrole dans les années 1960 et il a beaucoup à nous apprendre sur l'impact du pétrole sur l'environnement, les cultures, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau. Nous sommes donc en Équateur pour voir quelles leçons nous pouvons en tirer de retour en Ouganda pour arrêter la production de pétrole. Certaines sociétés pétrolières multinationales ont récemment montré un intérêt marqué pour l'exploration dans les zones protégées et dans le lac Edward. Nous travaillons à la base avec les membres de la communauté pour les préparer à ce que, lorsque le gouvernement offrira une licence à ces multinationales pétrolières, la communauté sera prête à résister. Diana et Nicolas ont commencé leur voyage en se rendant au champ de pétrole de Lago Agrio, au fond de la jungle amazonienne. Depuis 50 ans, les forages pétroliers et les déchets toxiques ont dévasté la santé de la population locale et son alimentation en eau. Nous sommes à l'endroit où, pour la première fois, la compagnie pétrolière nord-américaine Texaco est entrée dans les années 60. C'était ici que débutait l'exploration pétrolière. Comme nous le voyons ici, il s'agit d'un pool de déchets de pétrole. Lorsqu'ils examinent le tuyau qui provient directement de la station Suzuki, il arrive ici et le briquet qui brûle du gaz et jette de l'eau toxique sur la propriété du monsieur. Et comme vous pouvez le constater, tout cela continue à passer par ici, en continuant tout le périmètre de sa maison entière, et peut-être tous les voisins reçoivent également cette eau polluée. Comme vous pouvez voir, leur couleur a changé, leur façon d'être a changé. Que voit-on là en blanc? Ce sont des produits chimiques qui arrivent, car nous examinons également un tuyau là-bas et voyons la végétation morte. De là, ils ont également jeté le pétrole usé, le gaz et l'eau. Tous ces produits chimiques sont très toxiques pour la santé et tous sont cancérigènes. Et chaque jour, la santé des familles se détériore de plus en plus, surtout dans les communautés où ces torches sont à proximité. Je ne l'ai jamais vu par moi-même, donc le voir aujourd'hui a été extrêmement choquant pour moi. Je sais que les grandes entreprises ne se soucient généralement que de leurs profits et non des personnes, mais même les grandes entreprises sont dirigées par des êtres humains. J'ai donc été choquée de voir que les êtres humains ne se soucient guère de savoir de quelle manière ils disposent du pétrole. J'espère que nous pourrons prendre beaucoup de mesures pour mettre fin à ce type d'impunité. Les populations locales s'organisent depuis des décennies pour lutter contre ces abus illégaux, tout en faisant face à la criminalisation de leur résistance. Il y a eu un déversement en 1988-1989, environ 600 barils de pétrole. Le second a eu lieu en 1988, avec un autre déversement de 600 barils de pétrole. Là où tout était contaminé, c'est-à-dire l'eau qui passait dans l'estuaire, tout était contaminé. Honnêtement, je ne peux plus avoir mes animaux. Ils meurent. Aux patrons, aux travailleurs, je leur dis « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Non, ils disent « Un peu d'eau, rien d'autre, ça va. » Eh bien, c'est de la fumée qui sort de cette eau. Comment est-ce possible que de la fumée sorte? C'est de l'eau de formation contaminée. Depuis 1993, nous avons réalisé une étude. C'était la première étude qui établissait un lien entre l'impact de l'exploitation pétrolière et la santé de la population.
Et à partir de là, il a été démontré qu'il y avait une incidence plus élevée de cancer dans les communautés où il y a une exploitation pétrolière. Et en 2014, nous avons réalisé une nouvelle étude de mise à jour indiquant que ce pourcentage avait augmenté dans la paroisse de Pacayacu, soit 23% des cas de cancer, soit près du double de la moyenne nationale. Parce qu'au niveau national, il y a 12% de cancer. Il n'y a aucun moyen d'obtenir du pétrole sans polluer. Dans le monde entier, il n'existe aucun moyen propre d'obtenir du pétrole. Cela pollue toujours. Nous avons toujours demandé aux autorités de la province de nous aider avec de l'eau. Les autorités que nous avons ici nous aident également à réclamer. Mais elles ignorent, elles font la sourde oreille. Nous allons le demander debout et nous allons ensemble parce que ceci est notre seul moyen de continuer à réclamer de la résistance. Que nous enseignons aux organisations sociales à résister. Comment pouvons-nous résister? Avec une manifestation, avec la reprise d'une station pétrolière. Avec un sitting, nous réclamons notre droit à l'eau salubre. Avec une conférence de presse avec tous les médias pour faire entendre la voix de la femme, de la jeunesse, du paysan, des personnes âgées et de l'enfant. La lutte que nous menons nous fragilise. Et ceci est le cas de mon mari. C'est un dirigeant qui a défendu l'eau dans sa paroisse. C'était un activiste écologique qui défendait toujours la nature. Nous nous identifions comme des leaders sociaux dans la paroisse. Wilson avait accusé de pollution par les hydrocarbures. Wilson avait fait des entrevues avec les médias nationaux, dénonçant le problème de la pollution. Wilson était dans l'analyse de l'eau ici, dans notre paroisse, avec Action Ecologica. Wilson était dans les assemblées permanentes qui dénoncent. Mon partenaire dénonçait également le cas de décès par cancer dans notre paroisse. Le 8 janvier 2017, ils appréhendent mon mari. L'objectif était d'éliminer ce leader du milieu. Ensuite, notre famille, très angoissée mais en même temps renforcée, parce que nous sommes des personnes qui luttent avec dignité, équité, et parce que nous n'aimons pas l'injustice. Nous faisons toujours la promotion de la justice. Oui, nous pouvons rendre visible au niveau national et international le fait qu'un combattant social ou un leader social se bat pour cette conviction d'équité. Pour en savoir plus sur la lutte de la communauté contre le pétrole, Nicolas a rencontré les dirigeants autochtones qui ont intenté un procès novateur contre le pétrolier Texaco pour ses activités en Équateur. Je suis le coordinateur de l'Union des affectés par Texaco. Il est composé de 6 peuples autochtones et plus le métis. Cela fait environ 51 ans qu'ils opèrent ici, dans cette partie de l'Amazonie. Et cela fait 25 ans que nous sommes impliqués dans ce processus de litige contre cette société. Quels sont les changements que vous rencontrez maintenant? Une des choses douloureuses que nous avons vécues est la perte de culture. Le village San Sanuari original, il s'est éteint. Le village Tétété de cette région a également disparu. Le peuple Kofan auquel j'appartiens, quand ils sont arrivés, les premiers missionnaires à contacter les indigènes, ils nous ont presque exterminés aussi. Ici, en Équateur, à 25 ans du processus judiciaire, nous avons réussi à faire en sorte que la Cour constitutionnelle soit la dernière instance du processus judiciaire et qui a plaidé en faveur des colons autochtones et métis touchés par cette opération. C'est une fierté pour nous car elle nous a permis d'unir les différents peuples autochtones, toujours ensemble avec l'accompagnement de l'avocat Pablo Fajardo, qui lui aussi a commencé dans ce combat en tant que personne. C'est après être devenu avocat qu'il est devenu le responsable de cette affaire
contre Chevron Texaco. Et depuis, nous sommes toujours ensemble. Il est impossible de penser que des avocats, des experts ou des techniciens puissent à eux seuls faire face à une grande entreprise s'il n'y a pas de lutte sociale des populations touchées. Ce sont eux, ces gens affectés, ce sont eux, ces peuples affectés, la force principale, le cœur de chaque grand combat. Ils ont toujours voulu nous diviser. Aujourd'hui, de très fortes menaces veulent nous diviser. Une chose importante est l'information, oui. Et une autre, la conscience, la conviction du peuple. En d'autres termes, comment est-ce que les gens comme nous, qui sommes à l'avant-garde des batailles, comment sommes-nous en mesure de mettre de côté tous les intérêts particuliers et de mettre avant tout l'intérêt commun, l'intérêt collectif. Cette unité nous a permis de voir différemment et de commencer à nous battre. Nous recherchons différentes manières, un mécanisme pour faire face à cette puissante société. Vous luttez depuis plus de 25 ans maintenant, vous vieillissez. Comment avez-vous préparé les jeunes aussi à être en tête de la lutte? Nous pensons que 2 secteurs importants sont fondamentaux pour garantir la lutte future, sachant que les problèmes durent plus longtemps que la vie. Nous travaillons avec plusieurs groupes de jeunes qui se préparent à la communication, se préparent à la surveillance de l'environnement, à la réparation de l'environnement, au leadership des jeunes. Les femmes sont celles qui peuvent le plus influencer l'éducation des enfants. Si nous travaillons avec des femmes, elles prépareront les futurs combattants. De nombreuses femmes et jeunes autochtones mènent déjà des efforts de préservation de la culture et de l'environnement. En tant que tribu autochtone entourant cette réserve, pourquoi avez-vous décidé de servir de guide et n'avez-vous pas rejoint la société pétrolière amazonienne? Je me sens fier lorsque je côtoie des gens d'autres pays et que je leur montre ma culture, en particulier la communauté, et je leur montre ce qu'est la jungle. Et les gens continuent à venir. Ces personnes nous aident réellement à garder cela. Si nombre de personnes qui nous rendent visite diminue, alors les pétroliers vont continuer à prendre le relais. Alors, je me suis plus concentré sur le tourisme. Je vis ici, dans la communauté de Sequoia. C'est notre tradition d'aller faire du camping, aller à la pêche, aller à la chasse aussi, pour enseigner aux enfants la chasse au chuzo. Les lagons qui se trouvent dans la rivière, qui est une petite ville, était l'endroit le plus spécifique où nous allions. C'est un lieu sacré. Maintenant, on n'y va plus parce que c'est contaminé. Ces explorations pétrolières mettent en péril la survie d'une culture. C'est donc une bonne stratégie de discuter, de ne pas faire pression, d'appliquer le droit à la résistance. Selon notre ancestralité et nos coutumes, démontrer comment cela affecte nos lieux sacrés. Alors, c'est une très bonne stratégie. Donc, nous faisons des sittings et nous disons que cela nuit à notre survie, car nous avons ce lien avec la nature. La solidarité avec le mouvement indigène et la résistance sont liées. Industrie extractive s'est rendue jusqu'à la capitale de l'Équateur, où des projets artistiques aident à diffuser des récits de la lutte. Cette murale a piqué ma curiosité. De quoi parle la murale? Il y a beaucoup d'histoires derrière cette murale. Tout d'abord, ce sont en fait des peintures de vraies femmes qui existent. Elles ont des noms. Elles luttent contre les mines, le pétrole. Elles se battent pour défendre les droits collectifs des peuples autochtones auxquels ils appartiennent. Ce qu'elles voulaient montrer, c'est que la plus grande partie de la résistance qui règne ici en Équateur contre le pétrole, contre les mines, contre tous les projets menaçants, est menée par des femmes.
Cela a été fait pendant l'Habitat 3, ce sommet des Nations Unies sur l'habitat. Nous avons donc demandé à la femme peintre de peindre cette fresque ici et en même temps, nous avons organisé une marche. On peut donc penser que toutes les femmes en Équateur pourraient être renforcées par la présence de cette murale. Ce que nous voyons ici, en voyant ces peintures murales, nous ne savions pas qu'elles pouvaient envoyer un très bon message à la population, car j'imaginais combien de personnes par jour viennent voir ces peintures murales. Je pense que l'art est toujours lié dans l'histoire du militantisme. Nous pouvons transmettre ces messages à travers l'art aux gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que nous transmettons. Ils aiment l'art, donc à la fin c'est une relation gagnant-gagnant. Avec Collectif Yasunidos, ce collectif qui défend ce parc, nous avons fait beaucoup de choses avec le théâtre, la danse et des choses comme ça dans nos manifestations, dans nos marches. Donc, une partie de la marche était une performance d'extraction de pétrole. Donc je pense qu'il est très intéressant de toujours jouer avec l'art parce que nous avons changé la façon dont nous protestons contre quelque chose et montrer la bonne manière de comment vous pouvez protéger. Je pense que quand je rentrerai à la maison, nous devrons faire la même chose parce que les touristes, quand ils viennent, ils doivent également porter un message sur la conservation. Alors que Diana et Nicolas se préparent à rentrer chez eux, ils réfléchissent aux leçons qu'ils ont apprises et qu'ils vont partager avec leur peuple. Donc la seule chose que je dois faire quand je rentre chez moi est d'informer les communautés sur ce qui se passerait si le forage était accepté dans une zone protégée ou dans le lac Edward. S'ils ont l'information, la communauté peut créer une très grande voix. Cela peut secouer le gouvernement, cela peut secouer ces entreprises qui font l'exploitation pétrolière. L'un des messages clés pour moi est qu'il n'y a pas de moyen durable sur le plan environnemental pour exploiter le pétrole. Dans notre pays, chez nous surtout, qui est censé exploiter le pétrole dans le parc national de Murchison Falls, a réussi à propager ce récit selon lequel ils peuvent extraire ce pétrole du parc national de manière écologiquement durable. Ils nous disent qu'ils ont la meilleure technologie, mais d'après ce que nous avons vu ici, cela ne se produit pas. Les femmes souffrent, les enfants souffrent. Nous avons vu tant de familles qui ont perdu leurs proches. Ils parlaient de couper les seins des femmes à cause du cancer. C'était un récit tellement normal, qui était extrêmement triste pour moi. Pour moi, c'était très bien de rencontrer ces femmes puissantes qui travaillent avec leur communauté, se sont rendues compte que leur culture encourage la conservation de l'environnement. Un peu comme la culture chez nous, toutes les cultures ougandaises encouragent la conservation. Communauté en Ouganda, communauté au Nigeria et communauté en Équateur, nous devons utiliser la population locale au premier plan.